Dans l'ombre numérique française, l'écho de Marseille. L'ère des miroirs et des ombres. Nous sommes en 2025. Paris scintille sous des néons vibrants, Marseille brûle sous un soleil ardent caressé par le vent, et Lyon se voile d'une brume mystérieuse. Derrière cette façade idyllique, dans les dédales complexes des réseaux numériques, palpite le cœur sombre de la cybercriminalité française. Un univers où l'information est devenue la monnaie reine, et l'anonymat, un bouclier impénétrable. Un miroir déformant de la réalité, la distordant jusqu'à l'inconnaissable, façonnant des reflets sinistres des peurs et des désirs humains. Ce monde est connu sous le nom de l'écho de Marseille. Un spectre dans le réseau. Marseille, 12 septembre 2025. L'aube se lève au son familier du chant du coq, embaumé par le parfum des viennoiseries fraîches, mais aussi par une mort numérique. Claire Deschamps, directrice financière de Naval Horizon, un géant de la construction navale, vit un cauchemar, les comptes de l'entreprise sont bloqués et des informations confidentielles, dont des plans de pointe, se sont volatilisés. Un rapport de Symantec de 2023 révélait une augmentation de 40% des attaques similaires contre les entreprises industrielles, signe d'une menace croissante de cyberespionnage. Chez Naval Horizon, il ne s'agit pas d'un simple vol, mais d'une opération méticuleuse visant à déstabiliser la filière navale française. La Chambre de commerce et d'industrie évalue à plus de 5 milliards d'euros les pertes dues à la cybercriminalité en 2024, soulignant l'importance capitale de la cybersécurité pour l'économie tricolore. L'écran de Claire affiche alors une effrayante image pixelisée, le symbole du groupe de hackers Les Ombres. Femme de poigne au sens stratégique aiguisé, Claire n'a jamais reculé. Elle contacte immédiatement la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC. L'inspecteur Jean-Pierre Dubois, un vétéran des cyberguerres au visage marqué par les rides, répond. Dubois, de la vieille école, reste fidèle aux méthodes analogiques. Cynique, mais d'une justice inflexible, il possède une intuition affûtée par des années de lutte acharnée contre le crime. Fort de son expérience, corroborée par les statistiques du ministère de la Justice, Dubois savait que le taux de résolution des cybercrimes par les vétérans de sa trempe surpassait de 15% celui des jeunes loups, trop confiants dans les dernières technologies. Accompagné de son équipe, composée de jeunes hackers et analystes au talent exceptionnel, il arriva au siège de Naval Horizon, où la panique régnait en maître. Les actionnaires, au bord de la crise de nerfs, les employés, pris de murmures anxieux, et Claire, luttant désespérément pour maintenir le contrôle et minimiser les pertes, offraient un spectacle saisissant. Selon un article du Monde, les entreprises victimes de cyberattaques perdent en moyenne jusqu'à 25% de leur valeur boursière dans les 72 heures suivant l'incident, rendant chaque minute cruciale. Dubois, avec sa méticulosité légendaire, commença l'examen des lieux, cherchant la moindre anomalie qui pourrait éclairer les motifs et les méthodes des ombres. Son œil expert décelait dans le chaos des indices imperceptibles au commun des mortels. Il savait que dans le monde numérique, comme sur un champ de bataille, la victoire revient à celui qui sait lire entre les lignes et voir l'invisible. En apparence, tous les systèmes semblaient intacts, ordinateurs, serveurs, routeurs, aucune trace d'intrusion. Les ombres, murmura Dubois, ils n'ont même pas laissé d'empreinte numérique. Chapitre 2, le labyrinthe des chiffres. L'enquête débuta par une analyse minutieuse des fichiers journaux, du trafic réseau et des traces numériques résiduelles. L'équipe Dubois parvint rapidement à la conclusion que l'attaque avait été orchestrée avec une précision chirurgicale, exploitant des techniques de dissimulation et de chiffrement à la pointe de la technologie. Les criminels, tels des illusionnistes chevronnés, s'étaient volatilisés dans l'éther numérique sans laisser de traces directes. Afin de masquer leur véritable emplacement, les pirates avaient déployé un réseau complexe de serveurs proxy, disséminés aux quatre coins du globe. Cette méthode, connue sous le nom de cascade, rendait le traçage de l'origine de l'attaque extrêmement ardu, chaque serveur proxy agissant comme un intermédiaire, dissimulant le précédent. Selon les rapports, plus de 70% des attaques cybernétiques sophistiquées utilisent des serveurs proxy pour brouiller les pistes. Qui plus est, les intrus s'étaient infiltrés dans le système plusieurs mois avant de porter le coup fatal, étudiant patiemment son architecture et identifiant les failles potentielles. Cette phase de reconnaissance leur avait permis d'élaborer un plan d'action sur mesure, adapté aux spécificités de l'infrastructure à protéger. Ils ont agi comme des chirurgiens, remarqua Sophia, une jeune pirate informatique prometteuse de l'équipe Dubois, précis, froid et impitoyable. Ces paroles soulignaient le professionnalisme et le niveau de préparation des assaillants. Comme le révèlent les enquêtes, dans plus de 80% des cas de fuite de données, les criminels séjournent dans le système de la victime pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de passer à l'action.
les soupçons se portèrent initialement sur Naval Horizon, le principal concurrent de l'entreprise française, ainsi que sur des sociétés chinoises de construction navale, manifestant depuis longtemps un intérêt marqué pour les technologies françaises de pointe. L'espionnage industriel, une motivation fréquente derrière les cyberattaques, voit la Chine occuper une place prépondérante. Un rapport de la Commission sur le vol de propriété intellectuelle américaine chiffre les pertes annuelles des États-Unis, dues à ce fléau incluant le cyberespionnage, entre 225 et 600 milliards de dollars. Dubois, cependant, restait prudent. Son intuition lui soufflait que l'affaire dépassait le simple espionnage industriel. Il pressentait, tapi derrière le réseau numérique, un dessein plus profond et sinistre. Au même moment, les ombres contactaient Claire. Leur demande de rançon, s'élevant à 10 millions d'euros en crypto-monnaie, la plongeait dans le désespoir. La menace de divulgation des plans des navires derniers cris de Naval Horizon planait comme une épée de Damoclès. Payer une telle somme signifierait non seulement une perte financière colossale, mais aussi l'aveu d'une impuissance face aux cybercriminels. La fuite d'informations secrètes, renfermant des solutions techniques avancées et des innovations de pointe, risquait de porter un coup fatal à la compétitivité de Naval Horizon, anéantissant son avenir. Dubois, chef de la sécurité informatique, suggéra à Claire de gagner du temps, le sien s'efforçant de traquer d'insaisissables pirates. Une partie de chats et de souris, aussi périlleuse que tendue, s'engagea alors dans le cyberespace. Insaisissables, les cybercriminels adaptaient sans cesse leurs méthodes, exploitant de nouvelles failles et contournant les systèmes de défense les plus sophistiqués. Leur agilité rappelait les tactiques d'espions aguerris, habiles à se soustraire à toute filature. Chapitre 3, Visage dans l'ombre. L'enquête menée par Dubois et son équipe les conduisit sur la piste de 3 suspects potentiels. Le premier était un ancien employé de Naval Horizon, licencié quelques années auparavant pour tentative de vol de propriété intellectuelle. Le second, un hacker solitaire connu sous le pseudonyme de Spectre, avait déjà attaqué avec succès de grandes entreprises, exigeant des rançons pour la restitution des données volées. Des similitudes troublantes dans leur méthode laissaient supposer un lien avec un groupe de hackers opérant en Europe de l'Est, désigné sous le nom de Groupe 6. Enfin, un concurrent asiatique, profitant de la situation, était soupçonné de chercher à déstabiliser le marché. Épuisé par l'enquête, Dubois concentra son attention sur ces 3 profils, chacun représentant une menace considérable. Réécriture et traduction, au cœur d'une enquête complexe, 3 figures se détachaient, chacune enveloppée de mystères et de dangers potentiels. Le premier était un magnate de la finance, dont la fortune et l'influence s'étendaient bien au-delà des frontières françaises. Sa réputation était ternie par des transactions douteuses et des liens troubles avec le monde criminel. Le deuxième était un ancien militaire, un expert des opérations secrètes. Ses compétences en combat rapproché et en maniement d'armes étaient indéniables, mais son passé restait une énigme, ses motivations obscures. Le troisième était un fonctionnaire corrompu, dont l'accès à des informations confidentielles le rendait particulièrement dangereux. Chacun d'eux était un membre potentiel de Les Ombres, une organisation secrète au dessein maléfique. Dubois avait besoin de preuves irréfutables pour confirmer leurs implications et démanteler tout le réseau criminel. Il s'immergea dans leur vie, disséquant leurs actions passées, leurs relations actuelles et leurs motivations cachées. Dubois cherchait à comprendre leur psychologie, à identifier les facteurs qui les poussaient au crime, leurs faiblesses secrètes et comment les exploiter. Alors que l'enquête atteignait un point critique, Dubois reçut un message anonyme. Un informateur, connu seulement sous le nom de Corbeau, prétendait que derrière Les Ombres se cachait une personne influente, solidement ancrée dans les cercles politiques. Corbeau révéla que ce marionnettiste mystérieux utilisait des pirates informatiques de classe mondiale pour atteindre ses objectifs perfides, manipuler les marchés financiers, éliminer la concurrence et dissimuler les traces de ses activités illégales. Corbeau promit de fournir à Dubois des preuves concrètes pour étayer ses dires, mais exigea en échange des garanties de sécurité totale. Dubois savait que c'était sa seule et unique chance de remonter la piste du véritable commanditaire des crimes, de démanteler l'organisation Les Ombres et de traduire en justice ceux qui se cachaient depuis si longtemps. N'ayant aucune autre option, il accepta les conditions du Corbeau et fixa un rendez-vous dans le quartier portuaire abandonné de Marseille. Il espérait y obtenir les preuves décisives et se rapprocher de la résolution de cette énigme complexe. Ce rendez-vous pouvait être la clé du succès de toute l'enquête, ou se transformer en un piège mortel. Chapitre 4, un jeu de survie. La rencontre avec l'informateur, connu sous le nom de Code le Corbeau, faillit virer au désastre. Des inconnus, surgissant des ténèbres comme de véritables spectres, déversèrent sur eux une pluie de balles.
Grâce à des réflexes fulgurants et à son expérience, acquise au fil des ans, Dubois parvint à éviter les tirs. Malheureusement, le corbeau fut fauché par l'attaque impitoyable. Dans un dernier souffle, baignant dans son propre sang, le corbeau réussit à transmettre à Dubois un fichier crypté, contenant des informations cruciales sur le commanditaire. Un ultime geste de désespoir, une façon de passer le flambeau de la lutte pour la justice. Dubois comprit qu'il était embarqué dans un jeu mortel, où le moindre faux pas pouvait lui coûter la vie. L'attaque, survenue immédiatement après la rencontre, ne laissait aucun doute, des tueurs professionnels étaient à ses trousses. Son téléphone était sur écoute, chaque message intercepté, et sa boîte mail piratée. Il était sous surveillance constante, tel un animal traqué dans une cage. Mais Dubois n'avait aucune intention de se rendre. La mort de Corbeau avait marqué un point de non-retour pour lui. Il avait juré de venger la disparition de son informateur et de démasquer les criminels, quoi qu'il en coûte. Le déchiffrage du fichier s'était avéré être une véritable percée dans l'enquête. Les informations obtenues étaient sensationnelles, explosives. Derrière les activités de l'organisation secrète Les Ombres se cachait Antoine Lefebvre, un homme politique et homme d'affaires influent, à la tête d'un puissant consortium spécialisé dans la construction de navires de guerre. Cet homme, doté d'un pouvoir et de ressources immenses, se trouvait au centre d'une toile de mensonges et de corruption. Le fichier contenait des preuves irréfutables de son implication, notamment des rapports financiers, des correspondances et des témoignages. Sous le vernis d'un entrepreneur prospère, Jean-Luc Lefebvre, dirigeant ambitieux d'une entreprise technologique, nourrissait une soif insatiable de pouvoir. Son objectif ultime, décrocher un contrat gouvernemental colossal qui le propulserait au sommet. Mais un obstacle de taille se dressait sur sa route, la corporation Naval Horizon, son principal et plus redoutable concurrent. Obsédé par la victoire, Lefebvre sombra dans une stratégie machiavélique. Il orchestra une cyberattaque complexe, recrutant une équipe de hackers chevronnés. Leur mission, discréditer Naval Horizon et subtiliser leur technologie de pointe. L'enjeu était double, ruiner la réputation de son rival et s'approprier ses innovations, assurant ainsi à Lefebvre un avantage décisif lors du prochain appel d'offres. Loup déguisé en agneau, il dissimulait habilement ses intentions criminelles derrière une façade d'intégrité. Au chapitre 5 de cette sombre affaire, une vendetta numérique se déchaîne. Le détective Dubois, plongé au cœur d'une enquête sur des cybercrimes, prend conscience de l'ampleur des manœuvres frauduleuses de Lefebvre. L'étau se resserre autour de l'homme d'affaires, révélant un réseau d'intrigues où les ombres règnent en maître, éliminant impitoyablement toute concurrence. Comprenant que le temps lui est compté, Dubois choisit d'agir avec une rapidité et une détermination implacables. Il convoque une conférence de presse extraordinaire, où il révèle publiquement toutes les preuves qu'il a méticuleusement recueillies, exposant ainsi les sombres machinations de Lefebvre. Un scandale retentissant éclate, ébranlant les fondements même de l'élite politique et économique du pays. L'opinion publique est sidérée par ces révélations fracassantes. Lefebvre, pris à la gorge, nie farouchement toute implication dans la cyberattaque, qualifiant les accusations de montage grossier et absurde. Cependant, les preuves accablantes présentées par Dubois sont irréfutables, et la réputation de Lefebvre est irrémédiablement compromise. Sous la pression conjuguée de l'opinion publique et des médias, le gouvernement lance une enquête approfondie et sans concession. Menacé d'être éclaboussé par le scandale, les puissants alliés et protecteurs de Lefebvre se détournent de lui, craignant de voir leur propre réputation entachée. Il se retrouve alors complètement isolé, trahi par tous ceux en qui il avait autrefois placé sa confiance. Peu de temps après, Jean-Luc Lefebvre est appréhendé par les autorités et placé en détention. Accusé d'une myriade de crimes graves, allant de la cybercriminalité à l'espionnage industriel et à la corruption, Lefebvre se voit désormais confronté à une longue peine de prison. Son nom restera à jamais gravé dans les annales comme un symbole d'avidité et d'absence de scrupules. La chute de Lefebvre sert d'avertissement à tous ceux qui tentent de s'enrichir par des moyens illégaux, démontrant que chaque crime finit inévitablement par être puni. Le procès retentissant de Lefebvre, cerveau de l'organisation clandestine nommée Les Ombres, a secoué la France entière, mettant en lumière un réseau complexe de cyberattaques visant l'économie nationale. Les membres des Ombres, appréhendés lors de l'enquête, se sont avérés être de jeunes individus ambitieux, manipulés par le charisme de Lefebvre. Ils étaient persuadés d'agir pour le bien du pays, croyant naïvement contribuer à sa prospérité économique. En réalité, ils n'étaient que des pions dans un jeu de pouvoir machiavélique orchestré par Lefebvre. Grâce au travail méticuleux de Dubois et de son équipe, qui ont présenté des preuves irréfutables de la culpabilité de Lefebvre,
le procès a abouti à un verdict sans appel. Lefebvre a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à une peine de prison conséquente, une juste conséquence de ses activités criminelles. Quant aux membres des Ombres, la justice a fait preuve d'indulgence, tenant compte de leur jeunesse et de leur manipulation. Dans l'ombre insidieuse du cyberespace, où l'anonymat peut sembler offrir une impunité illusoire, la réalité rattrape toujours les criminels. L'affaire retentissante de l'Écho de Marseille en est une preuve éclatante. Des individus, auteurs d'une cyberattaque dévastatrice, ont vu leur mirage d'impunité se briser. Condamnés à des peines avec sursis, ils ont été confrontés aux conséquences de leurs actes, se voyant offrir une chance de rédemption. Pour Claire Deschamps, victime de cette attaque, le combat fut acharné. Face à l'adversité, elle a fait preuve d'une détermination inébranlable pour reprendre le contrôle de Naval Horizon. Son expertise et son courage ont permis à l'entreprise d'éviter la faillite et de poursuivre son essor, démontrant une résilience à toute épreuve. L'affaire L'Écho de Marseille a sonné comme un avertissement solennel pour la cybercriminalité française. Elle a rappelé avec force que nul n'est au-dessus des lois, même dans le monde virtuel. La justice, bien que parfois lente, finit toujours par triompher, aussi complexes et vastes soient les machinations criminelles. Suite à cette affaire, le gouvernement français a pris des mesures énergiques, allouant des ressources supplémentaires pour renforcer la cybersécurité et former des experts dans ce domaine crucial. Cette initiative témoigne de la gravité de la menace et de la nécessité de se prémunir contre de futures attaques. Les efforts déployés ont porté leurs fruits. Selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI, le nombre de cyberattaques contre les entreprises françaises a diminué de 25% au cours des 5 années suivantes. Un résultat tangible qui souligne l'importance de la prévention et de la sensibilisation aux cybermenaces. Ainsi, l'affaire L'Écho de Marseille est un rappel poignant, même dans le labyrinthe numérique, la justice finit toujours par rattraper ceux qui s'égarent dans les ténèbres de la cybercriminalité. Tôt ou tard, les ombres seront démasquées par la lumière de la justice. Le cyberespace a depuis longtemps cessé d'être un simple lieu de divertissement et de communication. Il est devenu un champ de bataille où se déroulent des guerres pour le pouvoir, l'argent et l'information. Selon un rapport récent, le nombre de cyberattaques contre les entreprises et les particuliers a augmenté d'environ un quart au cours de l'année écoulée. Ce chiffre alarmant témoigne de l'intensification de la lutte qui se joue dans le monde numérique. Dans cette guerre, chacun de nous est une victime potentielle. Les cybercriminels utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour tromper et voler les utilisateurs. Les attaques de phishing, les logiciels malveillants, le vol d'identité ne sont que quelques-unes des menaces auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Les dommages causés par la cybercriminalité se chiffrent en milliards de dollars, une somme colossale qui illustre l'ampleur du problème. L'heure est à la vigilance et à la protection de nos données. Face à l'essor fulgurant de l'ère numérique, des questions fondamentales émergent avec force. Sommes-nous les architectes ou les fossoyeurs de ce nouveau monde? Pouvons-nous accorder notre confiance à ceux qui nous promettent l'anonymat sur la toile? Où se situe la ligne de démarcation entre la liberté d'information et la menace à la sécurité nationale? Et qui veillera sur nous face aux dangers de demain? Les réponses à ces interrogations façonneront notre avenir numérique. L'histoire de L'Écho de Marseille n'est pas un simple récit criminel, mais une mise en garde, un signal alarmant sur la manière dont le monde obscur de la cybercriminalité s'insinue dans nos vies, devenant toujours plus sophistiqué et imprévisible. Elle nous rappelle que seule la vigilance, une connaissance approfondie et une coopération internationale peuvent constituer un rempart fiable contre cette menace imminente. L'impact de L'Écho de Marseille sur la société française a été considérable. Telle une avalanche, il a déferlé sur la conscience collective, forçant chacun à s'interroger sur l'ampleur de la cybercriminalité et sur la vulnérabilité des grandes entreprises et des institutions étatiques face à celle-ci. L'affaire L'Écho de Marseille a brutalement révélé la réalité d'une guerre numérique sans frontières, où des acteurs malveillants, opérant dans l'ombre, portent des coups sévères à l'économie et à la sécurité. Face à cette prise de conscience aiguë, les autorités françaises ont entrepris une restructuration profonde. Les unités de lutte contre la cybercriminalité ont été considérablement renforcées, bénéficiant de ressources et de pouvoirs accrus. Une meilleure coordination entre les différents services a favorisé un échange d'informations plus efficace et des opérations conjointes plus fructueuses. Les investissements dans la recherche en cybersécurité ont été multipliés, attirant les meilleurs experts et stimulant le développement de technologies de protection avancées. L'Écho de Marseille a agi comme un catalyseur pour l'adoption de nouvelles lois visant à combattre la cybercriminalité et à protéger les données personnelles. Ces lois ont durci les sanctions,
élargit les pouvoirs des forces de l'ordre en matière d'enquête et établit des règles plus strictes concernant la protection des données. Notamment, une loi oblige désormais les entreprises à signaler les violations de données dans un délai de 72 heures, permettant une réaction rapide et une minimisation des dommages. En criminalistique, l'affaire L'Écho de Marseille a marqué un tournant, signalant une nouvelle ère dans le développement des méthodes d'enquête numérique. Les enquêteurs ont dû extraire et analyser des masses considérables de données, restaurer des fichiers supprimés, déchiffrer des codes complexes et suivre des transactions en crypto-monnaie. L'affaire L'Écho de Marseille a mis en lumière la nécessité cruciale de développer de nouveaux outils et de perfectionner les méthodologies existantes. Elle a également souligné l'importance de former des experts dotés d'une connaissance approfondie des technologies de l'information et de la criminalistique numérique. Cette enquête a démontré avec force que la criminalistique numérique est devenue un pilier essentiel de la lutte contre la criminalité au XXIe siècle. L'essor de la cybercriminalité a engendré un besoin impérieux de nouvelles professions, tels que les spécialistes de la cybersécurité, les analystes de données et les experts en blockchain, capables de faire face aux défis croissants posés par les cybercriminels. Écho de Marseille n'est donc pas qu'un simple fait divers, mais un miroir reflétant les enjeux contemporains. Cette affaire a révélé la nécessité pour la société et l'État d'agir de manière proactive et coordonnée afin de garantir la sécurité dans l'espace numérique. La résolution de cette affaire, baptisée L'Écho de Marseille, a non seulement exigé l'utilisation d'outils de pointe et de méthodes d'analyse de données massives, mais a également stimulé le développement d'approches novatrices pour traquer et identifier les cybercriminels. L'analyse comportementale a été utilisée pour dresser des profils des suspects en fonction de leurs activités en ligne, tandis que des algorithmes d'apprentissage automatique complexes ont permis de révéler des liens cachés entre diverses traces numériques. L'affaire L'Écho de Marseille a clairement illustré que la cybercriminalité est un problème complexe et multidimensionnel qui nécessite une solution globale. Une lutte efficace contre cette menace ne peut être menée qu'en unissant les efforts des autorités publiques, du secteur privé et de la société civile. La création de groupes de travail interministériels, regroupant des experts de différents domaines, tels que les forces de l'ordre, les entreprises spécialisées dans la cybersécurité et les institutions universitaires, constitue un exemple de coopération réussie. Ces collaborations permettent d'échanger des informations, de coordonner les actions et d'élaborer des stratégies communes pour lutter contre la cybercriminalité. Selon une étude de Cybersecurity Venture, le coût mondial de la cybercriminalité pourrait s'élever à 10 500 milliards de dollars américains d'ici 2025. Ce chiffre colossal souligne l'urgence d'une action concertée et la nécessité impérieuse de renforcer la sensibilisation du public aux menaces en ligne. Pour lutter efficacement contre ce fléau, il est crucial d'éduquer les citoyens sur les bases de la cybersécurité et de les informer des risques qu'ils encourent.